Oui, merci de cette introduction et que je prends comme une bonne augure, puisqu'effectivement c'est sous le signe de cette mémoire amicale qui tout d'un coup s'éveille. Remerciements à l'Université d'État Ilia et remerciements spécifiques à Mzaro, Dortour Richvili et à Tina Mamatsashvili pour l'amitié et la confiance dont elles me témoignent. Les études exiliques pour un nouveau paradigme migratoire. The Immigrant, un film de 1917 signé Charlie Chaplin. Vers le milieu du film de Chaplin, lui-même émigré aux États-Unis en 1913 et qui déclara dans ses mémoires que l'œuvre était à ses yeux la plus émouvante de tous ses films, une scène est frappante. Sur le navire, alors qu'ils sont arrivés dans le port de New York, les migrants, une étiquette au revers du vêtement, sont soudainement arrêtés dans leur élan migratoire. Une corde les contient brutalement afin que les officiers puissent procéder au contrôle des passagers. Contrairement au vers d'Emma Lazarus, écrit en 1883 et inscrit au pied de la Statue de la Liberté, sur laquelle s'arrête le regard à la fois inquiet et perplexe de Chaplin, l'Amérique n'accueille pas aussi simplement tous les pauvres et tous les opprimés du monde. Même pour A Nation of Immigrants, selon l'expression de John Kennedy, la migration ne va déjà plus de soi au premier quart du XXe siècle. La raison comprend qu'il ait été nécessaire pour les États modernes d'instaurer un contrôle sanitaire et légal des migrants afin de ne pas fragiliser leur structure sociale, tout en créant pour les arrivants un équivalent des rites d'initiation des communautés traditionnelles. Mais la procédure est rapidement devenue un appareillage de sélection, reflétant un dispositif de pouvoir, dont les intérêts, loin de toute morale humaniste, ne sont pas forcément en phase avec les besoins des migrants. D'autant que le mécanisme se mit en place très tôt, ainsi que le montre pour les États-Unis l'œuvre de Chaplin, qui met en scène cette rupture dans la séquence migratoire que corroborent chiffres et statistiques fournis par la sociologie des migrations. L'histoire de la migration en Occident n'offre pas de continuité, pas plus au long de ce que les historiens nomment la migration à l'époque moderne, internationale, transcontinentale, liée à l'industrialisation, que pour la migration au Moyen-Âge, rurale et plus localisée. Au début du siècle dernier, la migration n'allait donc plus de soi aux États-Unis, alors que ceux-ci lui devaient leur essor et leur prospérité. L'arrivée des migrants aux États-Unis durant cette période a également été décrite par un éminent observateur du nom de Franz Kafka, dont le premier paragraphe du roman America nous convie à un décor familier. Lorsqu'à 16 ans, le jeune Karl Rossmann, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père, entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la Statue de la Liberté qu'il observait depuis longtemps lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. Un élément de la description s'éloigne de l'exactitude scientifique requise. L'épée énergiquement levée dans le texte de Kafka ne part pas la Statue de la Liberté puisqu'elle tient un flambeau, fidèle à son nom, la liberté illuminant le monde, et au dernier vers du poème d'Emma Lazarus, I lift my lamp beside the golden door. Doit-on conclure à une faute d'inattention de l'auteur, Kafka qui faisait du détail la matrice de toute signifiance? Non. Mais que veut dire alors cette substitution au bras de la statue, la suppression du flambeau indissociable d'un discours sur l'exil, célébrant la lumière de la liberté, surgissant au sein des ténèbres de l'oppression et déversant sa lueur réconfortante sur ceux qui fuient le malheur? Pour les sciences humaines et sociales aujourd'hui, et au premier rang la sociologie, l'anthropologie et l'histoire, la littérature n'est plus un matériau secondaire
à examiner de manière tangentielle, car elle s'affirme et est reconnue comme un discours spécifique et autonome, tel que le produirait une sociologie, une anthropologie ou une histoire en acte, qui ajoute aux analyses proposées par les disciplines concernées. Dans le regard de Kafka, déterminé par le contexte historique et par le contexte de la migration, la liberté n'est plus l'essentiel. Et le glaive de la justice passe avant le flambeau de la liberté. L'équité avant le bonheur. L'idée revêt une autre version camusienne. Je ne suis libre que si les autres le sont, c'est-à-dire si règne la justice. Parallèlement à cette interprétation, l'éthique suggère une seconde compréhension. L'exilé ne trouvera sa liberté que si il lui est fait justice. Dans cette perspective, l'exil n'est ni fuite ni punition, mais l'expression d'un tort que l'exilé subit. Être admis et accepté de plein droit par la société d'accueil équivaut à une réparation. Cela change radicalement la perspective quant aux mesures d'accueil pour les migrants. Accueillir au nom de la justice et non pas de la charité, voire même de l'hospitalité. Dès lors, la responsabilité des instances gouvernementales devient pleinement politique, car devant répondre à la justice et non pas à l'hospitalité. De même que l'engagement citoyen auprès des migrants, qui, s'il est cantonné à la morale et soumis au bon vouloir, comporte toujours une part d'arbitraire et d'impermanence. Quelques décennies avant Kafka, Victor Hugo affirmait déjà que l'exilé a besoin que le monde soit réinvesti par la justice. Il en développe l'argument dans un poème de la légende des siècles intitulé « Écrit en exil », emblématique de tout ce recueil dont les textes furent composés durant la période de sa proscription sous Napoléon III. Il faut, dans l'univers fatal et pourtant libre, aux âmes l'équité comme aux cieux l'équilibre. J'ai besoin de sentir de la justice au fond, du gouffre où l'ombre avec la clarté se confond. J'ai besoin du méchant mal à l'aise et du crime retombant sur le monstre et non sur la victime. Écrit en exil. La revendication de justice, au demeurant, apparaît déjà dans les textes fondateurs de la littérature exilique, aux côtés des récits religieux. Par exemple, les Tristes et les Pontiques d'Ovide, exilés dans un lieu que vous trouverez en traçant vers le nord-ouest une diagonale à la surface de la mer Noire, exilé donc sur son rivage à Tomes ou Tomis, l'actuelle Constanța roumaine. Le poète latin pleure les conditions douloureuses de son exil, implore le pardon à l'empereur, mais il ne cesse de réclamer justice, sous la forme d'une vérité sur le délit. Quicquid id est ut non facinus, sit culpa vocandum. Omnis in magnos culpa, Deos scelus est. Ce n'est pas d'un crime, c'est d'une faute qu'il faut parler, à moins qu'on impute à crime toute faute envers les grands dieux. Il y a donc eu peut-être faute de sa part, mais pas crime. La justice doit être rétablie. Il le disait déjà au début des Tristes, dans la 5e élégie du premier livre, « Je n'ai mérité cet exil que par ma naïveté ». Lorsque l'écrivain roumain Vintilia Horia tente de dissiper les opacités entourant l'exil d'Ovide en rédigeant pour lui son journal « Dieu est né en exil », paru en 1960, il détourne le destin exilique de sa condition punitive, puisqu'il offrira à son Ovide apocryphe la possibilité de trouver dans son exil la voix du Dieu unique chrétien. Et pourtant, cette quête d'une parole de vérité divine chez Vintilia Horia, dont on connaît le parcours, n'est pas distante de la condamnation par Ovide d'une Rome qui n'est pas à la hauteur de sa mission et qui verse dans la barbarie, dans une barbarie dont la relégation fait partie. Rome sans les jeux du cirque et sans les empereurs
aurait conquis le monde d'une manière tout à fait différente, et la peine de l'exil aurait été inconnue. Fin de citation. Cette Rome, promesse de paix éternelle, il la trouve dans le message de la révélation rencontrée dans son bannissement, comme si le sens de la justice se déplaçait par l'exil du politique vers le religieux, de l'ici-bas vers l'au-delà. Auguste m'a exilé pour me faire souffrir et j'ai souffert. Mais je sais maintenant que cette Rome qui était au commencement de ma souffrance, le but de toutes mes pensées, ne se trouve pas au carrefour de tous les chemins terrestres, mais autre part, au bout d'une autre route, et je sais que Dieu est né, lui aussi, en exil. Je rappelle que Dieu est né en exil n'a pas été écrit en roumain, mais directement en français, et que Horia écrivait également en roumain, évidemment, mais aussi en espagnol de la même manière. L'Antiquité encore, c'est sans doute la Géorgie et la Toison d'Or qui m'inspirent. Antigone est la fille qu'Œdipe eut en épousant sa propre mère, Jocaste, fille de l'inceste, mais surtout sujet en mal de généalogie, sœur de son père, fille d'une mère usurpée, c'est-à-dire portant l'exclusion dans son identité. Œdipe punie, Œdipe aux yeux crevés, elle l'accompagne sur les chemins de l'exil. Ayant laissé son père à Colonne partir pour le royaume des morts, elle retourne à Thèbes et s'oppose à Créon, épisode connu. Elle le fait au nom d'une justice supérieure à la loi, justice suprême dont le sens lui serait donc venu sur les chemins de l'exil parcouru auprès de son père. Son châtiment sera encore une exclusion, un exil, l'enfermement dans la caverne dans laquelle elle se pendra comme sa mère. De l'exil pour Antigone vient le sens de la justice. Dans la longue chaîne des Antigones, Échille, Euripide, Sophocle, et en langue française, Rotrou, Garnier, Scurie, et puis bien plus tard Anouilh, Racine avait compris dans la Thébaïde de 1663, jouée dès 1664 par la troupe de Molière, que la fatalité attache Antigone à son père. Et Racine insiste sur le lien qu'Antigone entretient par le cheminement de l'exil à son père. Alors que Aimon lui annonce la parole des oracles annonçant la mort nécessaire de ses frères et lui précise que cette menace ne la concerne pas, elle répond « Et ce n'est pas pour moi que je crains leur vengeance. Mon innocence, Aimon serait un faible appui. Fille d'Œdipe, il faut que je meure pour lui. » Pour lui, et non comme lui. Les deux destins sont liés. George Steiner a remarqué dans la pièce de Sophocle un sentiment d'exil si radical chez Antigone, je cite, que ses réflexes d'isolement n'affectent pas seulement les autres présences humaines, mais l'affectent elle-même. Fin de citation. Si elle marche vers sa mort, c'est-à-dire vers l'exil de la caverne, avec froideur et résolution, c'est avec cette même détermination qu'elle a défendu devant Créon les droits de la justice transcendante. Elle qui est désignée dans le texte comme la métisse ou l'étrangère, et qui le restera d'ailleurs dans sa caverne entre mort et vivant, elle en tire la légitimité absolue pour proclamer la vérité que réclame la justice venue du ciel pour éclairer la terre. On ne discute pas avec l'exigence de la justice supérieure, clame Antigone, de même que l'exilé ne discute pas son exil s'il veut y fonder sa subjectivité. Une dimension d'absolu qui guide pour Antigone et l'acceptation de son destin exilique et son combat pour la justice, les deux sont liés. Dimension qui se retrouve dans un essai de Victor Hugo, écrit également en exil et intitulé « Ce que c'est que l'exil ». Victor Hugo écrit « L'exil, c'est la nudité du droit ». À la lumière de son expérience, il affirme que l'exil résulte d'un droit ne se souciant ni de justice ni de liberté, un droit dépouillé de ses attributs d'humanité, c'est-à-dire un droit aveugle, arbitraire, absolu, nu. Mais on peut entendre autrement la formule de Victor Hugo. Le droit nu serait une chance pour ses victimes
et pour les innocents. La reconnaissance qui n'est jamais plus fort que lorsqu'il règne par lui-même, en dehors de toute législation existante, comme ces lois du ciel que défend Antigone. Un droit, donc, qui requiert de nouvelles règles dans une situation inédite. Par exemple, dans le cas des centaines de milliers d'exilés choisissant aujourd'hui les terres européennes. Avoir droit au droit, disait Hannah Arendt, à propos du contexte similaire des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Cela constitue un droit minimal, inconditionnel, appartenant à tout humain, absolu en cela, comme l'exil d'Antigone. Comme l'écrit Roland Barthes à propos du théâtre de Racine, l'extérieur est en effet l'étendue de la non-tragédie. Ainsi, dans la Thébaïde, les deux jumeaux ne peuvent échapper à Thèbes, échapper au même espace qui les enferme, écrit Barthes. La tragédie, c'est de ne pas pouvoir partir. C'est d'être condamné au lieu. Dès lors, le départ, l'exil, rétablit la justice si celle-ci s'oppose à l'ordre du tragique. Le lien de l'exil et de la justice, qui entraîne celui du droit de justice pour l'exilé, se retrouve dans une autre configuration mythologique qui prend lieu ici même ou pas loin en Tauride, l'ancienne Tauride, c'est-à-dire la Crimée, du nom d'une peuplade scythe qui habitait cet endroit, les Taures. Iphigénie y est exilée, elle en est malheureuse et pourtant elle en profite pour que règne la justice en empêchant les sacrifices que demandait la déesse Diane à laquelle elle est attachée. Ainsi que le dit Arcas dans la pièce de Goethe, Arcas, le conseiller du roi, et qui donc, d'année en année, par une douce persuasion, suspendait le cruel et vieil usage. C'est ici la traduction de Jean Tardieu. L'usage de sacrifier tout étranger sur l'autel de Diane. Sur ces bords autrefois inhospitaliers et cruels, tu prépares pour l'étranger la sauvegarde et le retour. Fin de citation. L'exilé Iphigénie permet aux exilés, au nom de la justice, de vivre. Ce que Diane elle-même valorise, comme l'exprimera la prière que lui adresse Iphigénie à la fin du premier acte. Dans l'Iphigénie en Aulide de Racine, qui choisit de traiter l'épisode antérieur, avant l'exil, l'accent est mis sur le sacrifice de la fille par son père, Agamemnon, comme un acte dont la justice ne se discute pas. C'est l'exil, encore une fois, qui, chez Goethe, provoque le sentiment de la justice. On se souvient au demeurant que Diane elle-même fit preuve de justice lorsqu'elle substitua une biche à Iphigénie et qu'elle transporta Iphigénie en Tauride, récit repris par Ovide dans ses Métamorphoses. De même, Abraham substitua un bélier à son fils Isaac qui devait être sacrifié. Et le patriarche et la fille d'Agamemnon ont dû quitter leur patrie natale, connaître l'exil, pour être sujets d'un récit qui leur fait rencontrer une justice supérieure, affirmant la vie sur la mort. Le récit biblique et le récit mythologique se rejoignent dans une célébration de l'exil, non plus comme une punition ou comme une malédiction, mais comme une expérience éthique. Nous en sommes loin aujourd'hui dans une Europe qui refuse l'exilé. J'ai pris très au sérieux l'intitulé du colloque, arc-bouté sur l'idée de défi, quoique je doive avouer ma perplexité devant l'usage du pluriel. Un défi me semble devoir concentrer, pour un sujet ou une communauté, une telle énergie mentale, une telle volonté morale, qu'il me semble difficile d'en nourrir plusieurs à la fois, 21 par exemple. Mais qu'importe. Les sciences humaines et sociales ont peut-être devant elles 21 défis, mais pour ce qui est de l'Europe, elle n'a actuellement qu'un seul défi. Un seul, oui, majeur, essentiel, si le sémantisme de défi suppose le risque de la disparition de l'acteur. Ce défi n'est pas celui de l'internationalisation, ni du plurilinguisme, ni du numérique, problème majeur,
mais qui doivent céder devant l'urgence dramatique du défi migratoire pour l'Europe. Ceux qui ne cessent d'arriver, ces migrants, et ceux qui, autour de 2050, seront, écoutez bien, entre 125 et 250 millions à migrer en Europe pour raisons climatiques. Si l'Europe persiste à nier ce défi, comme elle le fait actuellement, en croyant que la brutalité et la fermeture sont les solutions, elle pourra survivre, évidemment, mais elle disparaîtra en tant que modèle culturel et moral, droits de l'homme, etc. Avec le migrant, et peut-être pour la dernière fois, l'Europe a rendez-vous avec elle-même. À l'image des années 1920 aux États-Unis, le mouvement migratoire contemporain, en Europe comme ailleurs, ne va pas de soi. D'où la vogue médiatique de l'expression crise migratoire, dont il importe de jauger la validité en établissant si la migration contemporaine en Europe fait rupture dans la longue histoire de l'exil et de l'hospitalité. Si la migration est affaire de justice, selon Hugo ou Kafka, Antigone ou Iphigénie, il est aisé de constater que le cadre de réflexion actuel cède rapidement aux enjeux moraux, comme le montrent en France les procès intentés aux citoyens prêtant secours aux migrants, accusés de favoriser la migration irrégulière. Ce qui préoccupe les tribunaux est la ligne séparant humanitaire et militantisme. Intéressant débat qui rappelle celui comparant résistance et terrorisme. Vieux débat qui remonte à Antigone. La judiciarisation et la criminalisation de l'aide portée aux migrants, le soi-disant délit de solidarité, montre assez que la question migratoire est au cœur de la res publica aujourd'hui et qu'elle représente bien plus qu'un dossier à gérer parmi d'autres, tels que la vétusté des prisons ou des universités ou encore le réseau ferroviaire. Ce déplacement d'un accueil dû aux migrants, non par charité ou hospitalité, mais d'un accueil effectué par souci de justice, le passage donc de la morale à l'éthique, affiche une grande radicalité qui appelle un changement de paradigme dans le savoir sur les migrations, élaboré dans l'ancien cadre de pensée, et un changement paradigmatique qui n'est pas dû qu'à une simple évolution épistémologique. Les sciences humaines et sociales ont besoin de cadres historiques sur la petite, moyenne ou longue durée, non par contingence, mais parce que leurs objets y trouvent une part majeure de leur définition. Si le chercheur a le droit de varier les cadres historiques, il a le devoir de toujours préciser celui qu'il ou elle emploie. Par exemple, le premier quart du XXe siècle dans l'évolution de l'émigration aux États-Unis. Autre cadre, depuis les années 1950, en Europe occidentale, en France par exemple, les vagues migratoires amenant les Algériens, les Espagnols, les Portugais, puis depuis une décennie, avec un tournant brutal en 2015, la période contemporaine. Auparavant, le migrant migrait parce qu'il voulait vivre mieux. Il migre aujourd'hui parce qu'il veut tout simplement vivre. Il fuit la guerre, la famine, la persécution, la misère, le chômage, la désertification, la dévastation nucléaire. Plus d'1 million de migrants irréguliers parvenus en Europe au long de l'année 2015, dont un cinquième d'enfants, 360 000 en 2016. Un nombre de déracinés dans le monde dépassant d'une quinzaine de millions, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le chiffre des 50 millions atteint lors de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines, des centaines de camps de détention ou de jungle sur les territoires européens. Entre 125, je le disais, et 250 millions de migrants climatiques prévus pour 2050. Mais aussi, changement dramatique, le nombre de morts accompagnant les flux migratoires, une réalité totalement inédite dans l'histoire des migrations. Plus de 30 000 morts en Méditerranée depuis l'année 2000. 10 000 mineurs non accompagnés disparus en 2015-2016.
30 000 morts en Méditerranée, mais aussi une trentaine de disparus il y a 2 semaines après le naufrage d'un bateau, 70 migrants partis de Turquie et sans doute à destination de la Roumanie, naufrage en mer Noire. Selon un nouvel itinéraire destiné à éviter la Grèce et déjà emprunté par plusieurs centaines de migrants. La mer Noire retrouve alors le premier nom que lui donnaient les Grecs, Eichenos, hostile aux étrangers, avant de devenir Pontos Eichinos, mer amicale. Autre chiffre, avec 2 derniers exemples de ces phénomènes migratoires, 2 exemples proches. La Syrie, sur une population totale estimée à une vingtaine de millions, la guerre en Syrie a entraîné l'exil de 4 à 5 millions au-delà des frontières et une migration intérieure de plus de 6 millions. La moitié de la population syrienne en exil. Plus d'1 million de Géorgiens ayant quitté la Géorgie depuis une dizaine d'années. Entre 1 million et 1,5 million. Entre un quart et un tiers de la population totale. Et y ajouter sans doute les 400 000 déportés sous la colonisation soviétique que recense l'exposition du Musée national géorgien. C'est une scène globale, non seulement pour la migration en général, mais tout autant pour la migration irrégulière. D'où l'appel à un changement de paradigme, d'où l'appel à ces études exiliques. Asie, entre Birmanie, Bangladesh, Thaïlande et Malaisie. Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada, suite au décret de l'administration Trump, alors que les entrées clandestines continuent depuis le Mexique. Afrique, entre territoires subsahariens et Maghreb, entre Afrique de l'Est et Yémen. Océan Indien, entre les Comores et Mayotte. Entre Australie, Asie du Sud-Est et péninsule indienne. Les chiffres varient, ceux des vivants et ceux des morts, depuis quelques centaines jusqu'à des dizaines de milliers. Devant ce tableau de la situation migratoire actuelle, on ne peut que conclure un changement majeur dans l'histoire des migrations qui accompagne l'histoire de l'humanité depuis ses débuts, ce qui oblige le savoir sur les migrations à accepter un changement paradigmatique avec une priorité accordée aux déplacements forcés, car il sollicite urgemment la recherche. D'où la question rupture ou continuité. Rupture ou continuité entre la migration globale, aujourd'hui, et les mouvements migratoires antérieurs. Rupture ou continuité entre la migration globale aujourd'hui et le processus dit de crise migratoire en Europe. Le Somalien ayant traversé la Méditerranée est-il frère de l'Irlandais ayant traversé l'Atlantique un siècle plus tôt ou de l'Espagnol ayant traversé les Pyrénées un demi-siècle plus tôt? Est-il frère de l'expat travaillant au Koweït, du retraité installé sur la Costa del Sol ou du doctorant étudiant à Harvard, tous venus de Paris? Rupture ou continuité? La question est classique, récurrente dans le champ des connaissances. Chaque modernité la repose au point que chaque modernité peut s'y résumer, quel qu'en soit le domaine. Pour notre sujet, si le phénomène contemporain se situe dans la continuité des phénomènes migratoires précédents, les difficultés rencontrées sont conjoncturelles et peuvent être résolues dans les cadres cognitifs habituels. En revanche, si une rupture est constatée, il est normal que les structures en place ne puissent fournir de réponses adéquates. Il convient de trouver de nouvelles voies de réflexion. Y a-t-il véritablement continuité? Au nom de quoi justifier ce rapprochement? Le Syrien d'aujourd'hui est-il le Juif d'hier? Peut-on rapprocher les évacuations parisiennes ou les démantèlements calaisiens de la rafle du Veldiv? Analogie complexe, comme toutes celles qui touchent au conflit mémoriel. Précisons simplement que le principe de continuité en matière exilique fut déjà nié lors des tumultes de la Seconde Guerre mondiale, Brecht écrivait « J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait, émigrant, emigranten. Le mot veut dire expatrié, Auswandern.
Mais nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre. Nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, toujours s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui, nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits. Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer, mais l'exil. Un impératif pèse pourtant. Si le sort des migrants est dans son essence de même nature que celui des victimes de la Shoah, laissez faire les politiques européennes qui n'aboutissent qu'à une détérioration indigne des conditions d'accueil alors que le nombre des arrivants ne diminue pas, rendrait les populations nationales coupables de passivité, comme elles ont pu l'être pendant la guerre. Laisser passer les trains n'est jamais une option d'un point de vue éthique. Rupture ou continuité? Le naufrage d'octobre 2013 près de Lampedusa, dans lequel périrent 300 victimes, ceux d'avril 2015 dans lesquels se noyèrent 1600 exilés, est-ce l'indice Titanic ou l'indice Auschwitz qui doit être appliqué? Un accident qui s'inscrit dans une chaîne d'épisodes malheureux ou un tragique qui demande de nouvelles grilles de compréhension? On se souvient que pour une catastrophe naturelle, telle que le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 et ses 55 000 victimes, Voltaire en vint à douter de sa capacité à la faire entrer dans les règles de l'acceptable. Et il argumenta contre toute forme d'optimisme philosophique à la Leibniz. Toute connaissance implique un travail préalable de nomination. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de migrants et de crise migratoire? En commençant par le terme de migrant, nouveau venu dans la francophonie, qui parlait d'immigrants ou d'émigrants et qui a adopté l'anglicisme migrant, parce que la France rencontre le phénomène au même titre que ses partenaires européens, et parce qu'en Europe, à Bruxelles en tout cas, on parle anglais. À cette explication empirique s'ajoutent d'autres considérations, critiques cette fois, sur l'usage idéologique du mot migrant par rapport à des termes rivaux tels que réfugiés ou exilés. Être migrant n'est pas un accident de l'histoire ou du destin. Il n'y a pas de crise migratoire. Au contraire, la migration se porte très bien. Le mouvement continue malgré les drames à répétition. Ce n'est pas une crise sociale ou économique, mais bien une crise politique, morale. Non pas une crise humanitaire, mais une crise de l'humain, des limites de ce qu'on appelle l'humain. Ai Weiwei, l'artiste dissident chinois, intitule sa dernière œuvre « Human Flow », un documentaire tourné pendant une année dans une vingtaine de pays, et déclare « There is no refugee crisis, but only human crisis. With refugees, we've lost our very basic values. » Il n'y a pas de crise des réfugiés, mais simplement une crise de l'humain. Avec les réfugiés, nous avons perdu nos valeurs fondamentales. C'est bien une crise de l'Europe qui retrouvera qui elle est lorsqu'elle saura de nouveau accueillir l'autre. Le migrant d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Par exemple, en France, l'immigré italien ou polonais qui, au prix d'une passivité imposée, rêvait d'une nouvelle identité. Il n'est pas que migrant, acteur social, il est aussi exilé, acteur de son histoire et de la nôtre. Cessons de les appeler migrants, dit-on. Ce sont des réfugiés. Les réfugiés ont fui les conditions d'une vie impossible et ce départ involontaire fait partie de leur identité. Mais migrant, participe présent du verbe migrer. Le migrant migre. Or, le participe présent désigne en français une action en train de se faire et l'agent de cette action. Quand le migrant cesse de migrer, quand il est arrivé, il n'est donc plus un migrant. Qu'est-il? Réfugié. Réfugié vient du fugere latin qui signifie fuir. Le préfixe indiquant non la répétition, mais l'intensité de l'action. Un réfugié fuit. Quand il cesse de fuir, qu'il n'est plus en fuite, qu'on lui a donné refuge, il n'est plus réfugié. Qu'est-il alors? Pas un migrant, pas un réfugié. Qui sont-ils? C'est là toute la question. Une masse anonyme, sans visage, sans nom, que le pluriel obscurcit encore davantage. Les migrants. Mais la migration se réclame de chiffres. L'exil en appelle aux mots et aussi à la littérature.
Et si le migrant est d'abord un exilé, le nommer lui redonne un vécu, propre à enrichir le vivre ensemble des sociétés contemporaines. Le dire, appeler le migrant un exilé, c'est passer de la question migratoire à la condition exilique. Un changement qui compte méthodologiquement du point de vue scientifique et stratégiquement du point de vue politique, car il permet d'élargir l'angle de vue. Une condition exilique, appelant des études exiliques, de même qu'on a pu traiter d'une condition féminine, d'une condition noire, d'une condition juive, si les conditions de ces conditions sont évidemment historiques, variées et variables, brisant ainsi toute prétention d'essentialisation, les identifier et les désigner ainsi permet de les considérer comme des aspects de l'humaine condition qui, de Montaigne à Hannah Arendt, a inspiré les luttes d'émancipation en sollicitant la solidarité née d'une appartenance commune. Pour le dire autrement, l'humain ne tient pas en place et l'exil lui est une seconde nature. La science a montré qu'une véritable pulsion exilique a poussé nos ancêtres de continent en continent, alors que les récits religieux ou mythologiques l'ont pérennisé. Quant à l'Europe, la bougeotte fait partie de son ADN mental. À l'interne, les Francs, les Celtes, les Normands, les Latins, les croisés, comme à l'externe, impérialisme et colonialisme. Ces patrimoines mémoriels abondent en grandes figures d'exilés, tandis que certaines histoires nationales ne sauraient être énoncées sans intégrer dans leur construction le phénomène exilique. Dans l'histoire de la littérature européenne, l'exil s'inscrit en pointillé sur les biographies des plus grands, d'Ovide à Victor Hugo, de Dante à James Joyce. Or, ceux-là ne sauraient décemment être appelés des migrants, à l'instar des Irlandais ou des Italiens, des Polonais ou des Portugais installés par vagues successives aux États-Unis ou en France. Et ni les uns ni les autres ne peuvent être mis en rapport avec les arrivants contemporains, sauf à les considérer tous comme des exilés. Car une société, comme une famille, ne saura recevoir l'arrivant que si elle entretient une mémoire de l'hospitalité. Une telle mémoire exilique mettra en lien, au-delà de la simple considération migratoire, les expériences passées et les épreuves présentes, car l'arrivant a tant de noms: banni, proscrit, déporté, refoulé, relégué, déplacé, réfugié, rapatrié, expatrié, déraciné, apatride, desterrado, gastarbeiter, alien, et aujourd'hui le clandestin, le sans-papier, le migrant, etc. Pour accueillir ceux-là, les migrants, il faut se souvenir de la manière dont sont arrivés tous les autres exilés, la condition exilique. C'est ce que de l'Antiquité à la modernité eurent en commun le poète banni ou le philosophe expulsé, ce qui rassembla le chimiste fuyant l'Allemagne nazie, le cinéaste de la Russie stalinienne, le journaliste de la dictature chilienne, ce qui unissait hier le tailleur arménien et le maçon algérien, et de nos jours, ce que partage la clandestine mexicaine de Los Angeles, le demandeur d'asile africain à Rome, le réfugié syrien de Stockholm et l'ouvrier géorgien de Moscou. Et demain lui appartiendront les millions qui quitteront un lieu devenu inhabitable en raison des désastres environnementaux. L'expérience exilique que j'ai cernée théoriquement sous le terme d'exilience représente le noyau existentiel commun à tous ces phénomènes de mobilité sous contrainte. Cet ethos exilique suggère un nouveau paradigme, les études exiliques. La condition exilique redonne au sujet en migration le droit de revendiquer une identité. Un choix d'autant plus légitime que les dernières décennies ont vu, selon l'expression de Jérôme Valluy, le grand retournement du droit de l'asile. L'expérience exilique dépasse le biographique pour revêtir une importance sociopolitique. Ne plus étudier l'exil à partir du territoire, mais repenser le territoire en fonction de l'expérience exilique. Tel est le fondement de ce que j'appellerais un droit d'exil. Qu'il y ait rupture ou continuité dans le mouvement migratoire contemporain, qu'il faille ou non considérer les arrivées irrégulières comme un phénomène géopolitique inédit, qu'il faille créer un statut juridique spécifique
applicable aux réfugiés climatiques, toutes ces questions demandent le cadre large d'un nouveau paradigme, les études exiliques. Si le savoir sur les migrations s'est façonné par genèse parallèle dans divers milieux de recherche et sous diverses appellations, 3 traits majeurs ont façonné sa méthodologie par rapport auxquels les études exiliques gagnent à définir leurs orientations. Un effet de fragmentation d'abord, abordé selon des axes thématiques dépendant des domaines disciplinaires. Les analyses des phénomènes migratoires sont rarement définies par des approches croisées. Refugee studies, diaspora studies, global studies, post-colonial studies ou relations internationales, ces approches se concentrent sur un certain nombre d'exemples historiquement et ou géographiquement délimités, les Juifs sous le nazisme, les Africains en Amérique et en Europe, les Mexicains aux États-Unis, les Turcs en Allemagne, etc. Bref, certaines catégories sociopolitiques, bref, une dispersion du savoir. Un deuxième aspect touche au découpage scientifique. Les migrants ne sont pas des citoyens et sont définis par leur origine. Ce sont des étrangers qui donc sont étudiés en tant que tels, de sorte que la recherche vient conforter les discours sur la normalisation et l'intégration. Le nationalisme méthodologique dénoncé par Ulrich Beck vient relayer l'absence de coordination et d'harmonisation des dispositifs étatiques gérant les flux migratoires. Le dernier aspect tient à la chronologie des domaines de recherche. Les Refugee Studies sont nés dans l'immédiate après-guerre avec la croissance des transferts de population. De la même période datent les Exile Studies ou l'Exilforschung, qui prennent surtout en compte les mouvements de ceux qui ont fui l'oppression nazie. Les Migration Studies, en revanche, voient le jour à partir des années 50 en réaction à la croissance des mouvements de population dus aux incertitudes politiques et économiques de la décolonisation. Aujourd'hui, l'actualité est à prendre en compte. La radicale transformation de la migration aujourd'hui, l'ampleur diachronique et synchronique appellent les études exiliques qui autorisent une perspective plus ouverte et des réponses novatrices. La migration, par sa nature, ne connaît comme territoire que le monde. Au dire de certains observateurs, la gravité des difficultés que rencontre l'Europe dans la gestion des flux migratoires parvenant à ses frontières est telle que son avenir même en est menacé. Devant cette complexité, ce qui semble paralyser la communauté européenne n'est pas tant la maîtrise des moyens qu'elle possède, qu'elle a montré posséder, que le manque d'un renouveau dans le savoir sur les migrations. Un constat ou un effet de rupture constitue d'autant moins un obstacle que les structures du savoir ont toujours élaboré leur système cognitif dans des périodes de rupture civilisationnelle et en fonction des transformations conséquentes. La connaissance, selon Platon, selon Descartes, selon Kant, selon Husserl, est à chaque fois redéfinie. Qu'est-ce que savoir ? Selon un nouvel ordre du monde qu'elle a en partie aidé à faire émerger. Les sciences humaines et sociales n'échappent pas à la règle. Le savoir sur la migration, pas plus qu'un autre. La nécessité se pose d'examiner à la fois l'exil de masse contemporain vers l'Europe et l'immigration dans le reste du monde, à la fois les circuits réguliers et les arrivées irrégulières. Irrégulières, pour ne pas dire clandestines ou illégales, et afin d'insister sur le fait qu'elles opèrent en dehors des principes juridiques courants. Ce sont peut-être alors les règles qu'il faut changer, établir de nouvelles normes migratoires en regard d'une éthique exilique, d'un droit d'exil en accord avec les mouvements actuels. Contre le catastrophisme déguisé en philosophie, alors que les élections dans les pays européens, au sens large d'Européens, se mènent de plus en plus sur fond de populisme xénophobe, que l'Europe perd son identité en oubliant que celle à laquelle elle doit son nom, Europa, était née au Proche-Orient et fut ramenée en Crète sur le dos de Zeus, qu'elle était donc une migrante clandestine, alors que les exilés ne cessent de mourir en Méditerranée ou de dépérir dans les villes de l'Europe occidentale,
Alors que les polices nationales, bafouant le droit, pourchassent les migrants, de même que ceux qui les aident dans les pays d'Europe occidentale, il importe de redonner aux migrants la noblesse des exilés et de les accueillir à ce titre. Établir le paradigme des études exiliques, c'est aussi, au-delà des ruptures sociologiques et historiques, rétablir, en vertu d'une tradition éthique européenne, la continuité de l'accueil. Étudier l'exil pour accueillir le migrant pour comprendre l'exil. Madloba, merci.